Bonjour tout le monde, salut Laure. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Moi, je suis Julie Palmer. Je travaille beaucoup sur l'histoire lesbienne de Montréal. Alors, aujourd'hui, je suis invitée d'être l'animatrice de cette session. La session, ça serait Marie-Dominique Duval qui nous présentait aujourd'hui. Les couples féminins dans les lieux publics en Estrie, invisibilité. Marie-Dominique est chargée de cours en baccalauréat en communication à l'Université de Sherbrooke. Elle a fait sa maîtrise sur les couples féminins en Estrie et s'est impliquée durant son parcours académique au GRI Estrie à la co-organisation de la première édition de la Fierté la Fête, Fierté Sherbrooke Pride, et la co-organisation des colloques multitudes queer, et à la co-organisation de la collectif 80-20. Elle co-dirige actuellement un recueil sur les thématiques queer, recueil qui sera publié à la fin de cette année. Donc, je laisse Marie-Dominique présenter. Bonjour, cher public en délire. Donc, voilà, donc, comme Julie m'a présenté, je suis chargée de cours à l'université et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les résultats de ma maîtrise, donc de mon mémoire de recherche qui portait justement sur les couples féminins en Estrie. Donc, est-ce que c'est parti, Marie-Ève? Donc, petit plan de la présentation. Je vais passer les premières parties plutôt rapidement pour qu'on se concentre davantage sur les résultats. Donc, petite introduction, problématique, la métaux, la présentation des participantes à l'étude et le cœur de la présentation sera vraiment là, les résultats de ma recherche. Donc, la recherche sur les femmes LGBTQIA+, au Québec, qu'est-ce qui se dit là-dessus? Mais pas grand-chose. D'accord? Donc, en 2017, il y a eu un sondage de la Fondation Jasmin Roy et dans lequel le réseau des lesbiennes du Québec mentionnait que le lesbianisme n'était stipulé que de par l'utilisation de l'acronyme LGBT et que les femmes de la diversité sexuelle étaient invisibilisées sous des termes masculins. C'est quand même une recherche qui est récente, 2017, puis il n'y avait pas plus de place pour les femmes de la communauté, donc c'est quand même parlant. Donc, les recherches sur les couples féminins au Québec, en plus, précisément, c'était un beau défi, déjà, comme sujet, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et dans les régions non urbaines, combien de recherches vous pensez? Encore moins. OK? Heureusement, il y avait eu quand même quelques recherches qui s'étaient faites dans le bas du fleuve, là, avec Lynn Chamberlain, entre autres, mais très peu. Donc, justement, d'où je suis partie, donc, des lieux publics, donc pour les femmes, il y a plusieurs recherches sur la géographie des femmes qui tendaient à démontrer que les lieux publics, c'était des espaces où les femmes avaient peur, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce point, mais plusieurs recherches mentionnaient cela. Donc, les lieux publics, déjà, c'était pour les femmes, c'était des espaces où elles avaient peur. Donc, pour les femmes lesbiennes ou de la communauté LGBT, c'était d'autant plus problématique étant donné la double discrimination qu'on vit, donc de par notre statut de femme et notre statut de pas hétérosexuel. Et dans les espaces donc lesbiens en particulier, il y avait différentes recherches qui ont montré qu'il y avait beaucoup de violences de différentes formes et que c'est quand même important, la moitié des violences faites aux femmes lesbiennes avaient lieu dans les espaces publics. Donc, d'où mon intérêt à faire cette recherche-là, d'aller voir ce qui se passait. Et d'un autre point de vue, les lesbiennes ont toujours été, j'utilise lesbienne, mais je parle de toutes les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes. Donc, qui étaient beaucoup invisibilisées dans les médias, que ce soit
de par soit les stéréotypes aussi des fois qui étaient employés, donc on voyait juste le stéréotype de la lesbienne butch ou celle qui était super féminine puis qui finalement on la voyait pas du tout. De par aussi l'homophobie, donc les attentes, les normes sociales qui fait en sorte que souvent les femmes vont s'invisibiliser elles-mêmes. C'est ce qu'on va voir aussi un petit peu avec les résultats de recherche. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que c'est correct pour le micro? Excellent. Donc, conséquence de tout ça, peu de lieux, que ce soit, je pense, à Montréal ici, ou autant plus en région, donc non urbaine, donc peu de lieux de rassemblement pour les femmes précisément, et beaucoup d'homophobie intériorisée. Donc, c'est le peu de recherche sur les couples féminins qui est le présupposé, en fait, que dans les régions non urbaines, que l'homophobie serait plus présente, en fait, est perçue comme étant plus présente. C'est ce qui m'a amené à faire cette recherche-là. Et je suis partie aussi de moi, en fait, de mon vécu et de mes questionnements à moi en tant que femme ex-mariée, mariée à une femme qui habitait dans la région de l'Estrie. Donc, voilà où est parti mon questionnement. Et j'en suis venue à me poser comme question précise de recherche quel était le contexte social, le vécu social des femmes je ne sais plus exactement c'est quoi précisément on va dire ça. Bref, c'est quoi le vécu social des couples féminins dans les lieux publics en Estrie chez les femmes de 25 à 35 ans? Donc, la tranche d'âge a été déterminée par ma tranche d'âge à moi. Donc, je voulais que ça soit plus proche de mon vécu. Donc, j'y suis allée avec ma réalité. Donc, pour la méthodologie, en fait, j'ai procédé par 9 entretiens individuels. 9 femmes qui se trouvaient dans cette tranche d'âge-là, en fait, qui étaient en couple à ce moment-là avec une autre femme ou qui avaient déjà été en couple récemment avec une femme. Yes, merci beaucoup. Donc, vécu social des féminins hors des grands centres urbains, donc chez les femmes lesbiennes de 25-35 ans. Merci beaucoup. Donc, ça, je voulais un petit peu dire, je suis partie de moi, donc qui rejoint la perspective féministe. Donc, partir d'où les femmes sont sujets. Émergent de situations quotidiennes jugées problématiques par elles-mêmes, donc jugées par moi dans ce cas-ci. Donc, 9 entretiens compréhensifs de type récit de vie, donc je cherchais donc davantage à comprendre leur vécu qu'à essayer de l'expliquer. C'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre de l'avant. Donc, c'est des rencontres individuelles, une moyenne d'1 heure à peu près. Il y en a qui ont parlé pendant 2 heures, là, mais une moyenne d'environ 1 heure pour chaque rencontre. Et donc, c'était toutes des femmes qui habitaient en Estrie et qui avaient été déjà en relation avec une autre femme. Donc, au départ, là, je mettais vraiment comme la table, essayer de mettre une espèce de mettre en confiance là, les femmes. Donc, on avait une petite discussion avant de lancer les questions. Je parlais de moi, je me situais justement en disant que j'étais mariée, qu'on attendait un enfant, puis bref, essayer de rendre les femmes à l'aise pour les amener à parler davantage. Et là, je leur présentais mon contexte de recherche, des questions, des pistes de questions, donc vraiment pas des questions précises auxquelles répondre, mais vraiment des questions pour amener la discussion, et je les laissais vraiment parler, dire ce qu'elles voulaient. Souvent, elles commençaient par leur coming out, c'était comme plus facile pour elles. Donc, puis après ça, j'étais juste dans l'écoute, puis voilà, c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Je les écoutais parler et j'accueillais leurs propos. Donc, les participantes, mes 9 participantes, je vais aller rapidement. Donc ici, les 2 étaient en couple. Sophie, 27 ans, lesbienne, en couple avec Janie, 30 ans, pansexuelle. Je leur demandais comment elle se définissait. Pansexuelle, en couple avec Sophie, à ce moment-là. Dorothée, 26 ans, lesbienne, en couple avec Brigitte. Brigitte, 27 ans, lesbienne, en couple avec Dorothée avec Brigitte. Sandra Carole, 31, lesbienne, mère de 4 enfants. Bam, ils choisissaient leur nom aussi, là. Donc, voilà. Bam, 30 ans, lesbienne. Gabrielle, 34 ans, mère d'un enfant et mariée. Isabelle, 25 ans, lesbienne. Et Lucie, 30 ans, qui se définissait à l'humain. Donc, petit portrait.
de mes participantes. Des questions à date? On peut-tu faire ça, poser des questions durant la présentation? J'ai des questions, vous poserez vos questions. Les résultats, donc, les points communs qui sont ressortis. Donc, en majorité, donc j'essayais vraiment de voir comment ça se passait dans leur quotidien, comment qu'elles vivaient leur couple. Puis, en fait, tous les résultats sont vraiment... J'ai pris ce qu'elles m'ont dit. J'avais pas déjà des catégories déjà établies, donc j'ai vraiment pris ce qu'elles me disaient. Donc, la majorité des participants, c'est fait intéressant, faisaient plus attention lorsqu'il y avait des enfants dans leur démonstration d'affection. La plupart ont mentionné ça. Qu'elles étaient plus à l'aise lorsqu'elles se trouvaient dans un endroit où elles ne connaissaient personne, donc soit dans une autre ville ou un autre village en Estrie, ou ici à Montréal. Aussi, en général, elles étaient plus à l'aise au bar de Sherbrooke, qui s'appelle l'autre zone, ou lors des événements comme Fier la Fête. Donc là, pour la plupart, mais pas tout le monde, on va voir tout à l'heure, la plupart se sentaient quand même plus à l'aise dans ces lieux-là. Et fait intéressant pour moi en communication, donc elles utilisaient beaucoup le non-verbal lorsqu'elles étaient en public, donc pour communiquer avec leur conjointe. Donc ça passait beaucoup par les regards et les non-dits. C'est leur principale façon de communiquer dans les lieux publics. Et ça, je trouve ça vraiment cute. La plupart démontraient vraiment un très grand respect envers leur blonde, leur conjointe. Donc, c'est vraiment le bien de leur blonde avant leur bien à elle. Donc, si elle était vraiment à l'aise en public, mais que leur blonde l'était moins, ben, ils respectaient davantage là, si c'était leur blonde en premier et elle faire la suite. Je trouve ça quand même mignon. C'est beau, des couples de filles. OK! Donc, quelques particularités donc de Sophie, qui, elle, est originaire de Sherbrooke, mais elle voyageait entre Magog et Montréal. Puis elle disait qu'elle n'était pas du tout à l'aise à Sherbrooke parce que c'était sa ville à elle, puis qu'elle ne se sentait pas bien. Elle aimait l'Estrie, mais pas Sherbrooke, fait qu'elle voulait comme refaire sa vie dans un autre village pour essayer de repartir à neuf. Vous allez voir tantôt, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Donc, c'est des petits points particuliers de ces participantes-là. Janie, qui disait démontrer une très grande fierté avec sa copine dans les lieux publics, était très fière d'être en couple avec elle, fière de la présenter aux gens qu'elle croisait. Puis, elle disait, je trouvais ça mignon aussi, je trouve ça le fun de me promener en Estrie avec ma blonde et de pouvoir l'embrasser, de vivre une vie normale et que ça se passe bien. C'est beau, l'Estrie. Je ne peux être que d'accord avec elle. Donc, voilà, donc une participante qui était vraiment très à l'aise dans les lieux publics. Dorothée, qui, elle, au contraire, aime être invisible et qu'elle et sa blonde passent pour des amis. Donc, il va y avoir beaucoup d'exemples de ce couple-là tout à l'heure. Donc, il disait ne pas se sentir authentique et penser à déménager pour pouvoir être elle-même. Donc, vivre pleinement son couple. Puis, elle s'intéressait à beaucoup parler de son emploi. Elle disait que ça la freinait beaucoup. On va voir son emploi tout à l'heure, donc elle était dans un milieu plus communautaire, puis elle disait que si elle avait un autre emploi, ça serait sûrement différent. Pour elle, Brigitte, qui est sa blonde, sa conjointe, à ce moment-là, elle disait ne pas se cacher, mais toujours avoir une retenue. Donc, elle le disait quand les gens lui demandaient, mais sinon, elle restait quand même plus low profile, si on veut, donc avec une certaine retenue. Sandra Carole est tout un personnage. Vous allez l'aimer à la fin de la présentation. Elle, ça a duré 2 heures, elle en avait des choses à dire. On adore. Bref, elle disait, entre autres, c'est important de le dire, qu'on est lesbienne, de prendre sa place dans la société, et parfois, on dirait qu'on s'excuse d'être là. Donc, je trouve ça intéressant. Et d'ajouter, c'est important que les gens voient cette réalité dans le quotidien, que ce soit banalisé comme ça. C'est comme ça que ça va finir par être accepté. Donc, on voit différents points de vue. Je ne veux pas dire qu'on n'aime pas les autres participantes, là. Je veux juste faire un point là-dessus, là, parce qu'elle est vraiment très drôle. Bam, qui, elle, vient de Jonquière, mais habite Sherbrooke depuis vraiment longtemps, puis elle a dit qu'elle agissait toujours normalement,
comme ça devrait être, donc comme dans un couple hétéro, et qu'elle n'a jamais eu de commentaires déplacés. Puis là, je trouvais ça drôle parce qu'elle est un peu dans la provocation. Des fois, quand elle voyait qu'il y avait des gens qui la regardaient, ben, elle allait donner un bec. Elle faisait pas un effort, parce que ça lui faisait plaisir, là, mais de démontrer davantage, de lui donner un bec à sa blonde de plus quand elle voyait que les gens la regardaient, là. Elle faisait un petit pas de plus vers la démonstration. Dernière participante avec des particularités. Gabrielle, pas à l'aise du tout, jamais démonstrative, peu importe le lieu en esprit, est originaire de là, donc elle a grandi là, et pour elle, c'est un frein en fait d'être dans la même ville, là, un peu peur de ce que les gens vont penser. Et même ici à Montréal, elle disait que c'est correct dans un bar gay ou dans le village parce qu'elle a droit, mais dès qu'elle sortait de ces lieux-là, elle se sentait pas à l'aise, pas légitime là, à la limite. Et c'est une coach donc au sport, puis elle, ça c'est un frein également là d'être coach et que les jeunes le sachent. C'est bon? Ça va à date? Ah, on a reparti la présentation, fait qu'il manque les... OK. Donc, quelques stratégies communicationnelles qui sont ressorties des entretiens. Donc, la place de la communication non verbale qui était vraiment, vraiment important. Donc, c'était leur principe. Tu sais, c'était toujours dans les lieux publics, donc que ce soit à l'épicerie, sur la rue, au cinéma, dans les restaurants. Donc, elle disait souvent, donc elles n'ont pas dit ça comme ça, mais utiliser la communication non verbale. Donc, ça passait beaucoup par les regards, les touchés discrets, des bouts de doigts, juste comme la cuisse, mais vraiment discret, donc des signes du lien qui étaient vraiment discrets pour la plupart, sauf les participantes là, qui étaient un peu plus démonstratrices, mais en général, ça passait beaucoup par la communication non verbale. Et ce qui est ressorti beaucoup, en fait, c'était la peur. Donc, dans mes résultats, dans les entretiens que j'ai fait passer, plusieurs voulaient s'invisibiliser parce qu'elles avaient peur. Donc, peur de déranger, peur de ne pas être acceptée, peur de la différence. Et le fait d'être connu dans des milieux communautaires. Faut comprendre que l'Estrie, c'est petit. Sherbrooke, c'est vraiment un village. Là. On connaît vraiment beaucoup de monde. Donc, dès qu'on est dans un milieu de travail qui touche le communautaire principalement, ou à l'université, on est connu. C'est pas le fameux, ça, l'Estrie. Mais donc, pour certaines, c'était quand même problématique. Donc, elles cherchaient à s'invisibiliser lorsqu'elles étaient en public. Et elles avaient peur des violences, qu'elles en aient vécu ou non. Il y avait quand même cette anticipation de la violence-là qui leur faisait peur. Donc, l'anticipation de violence n'est pas uniquement basée sur l'expérience réelle de violence, mais aussi sur le savoir qu'une telle violence est possible et probable. Et c'est vraiment ce qu'elles disaient, en fait, qu'elles n'en avaient pas vécu, mais elles avaient vraiment peur. Surtout le soir, en sortant des lieux, que ce soit un bar, un restaurant. Donc, dès qu'il faisait noir, là, elles avaient plus peur de subir des violences. Et il y a Isabelle qui a vécu quand même des expériences pas le fun, traumatisantes. Des gars qui lui disaient, par exemple, ben non, c'est pas vrai que t'es lesbienne, je vais te montrer c'est pas un vrai gars. Là, on disait, ouais, ça date des années 60, ça, mais non. Quand c'est assez récent. Tant qu'elle utilisait un strap-on, toujours qu'elle avait un vrai gars. Donc, style de commentaire reçu. Et en référence à blonde qui était plutôt féminine, des gars qui disaient on va s'en occuper de ta blonde en la tassant dans un coin. Donc, un peu désagréable. Et parce qu'elle a vécu un peu tout ça, donc Isabelle disait qu'elle tentait toujours le pouls. Lorsqu'elle rentrait dans un endroit public, elle regardait toujours en rentrant qui sont les gens, ils ont l'air de quoi, est-ce qu'elle pense que c'est safe ou pas. Donc, elle était toujours dans l'analyse constamment à chaque fois qu'elle rentrait dans un lieu public. Donc, parce qu'elle a reçu beaucoup de commentaires de la sorte. Donc, quand même, c'est une peur qui est quand même constante, qui n'est pas agréable du tout. Et Dorothée, qui a ajouté quelque chose un peu
que je trouvais intéressant. Elle dit pourquoi j'ai cette barrière-là, c'est moi qui me l'impose, c'est moi qui me l'inflige, donc qui vient réitérer le fait qu'elle n'en a pas vécu, mais c'est une peur c'est la peur d'avoir peur, en fait, qui de vivre des moments désagréables qui lui faisaient peur, en fait. Donc, c'est elle-même qui s'infligeait cette peur. Autre peur, beaucoup de peur dans cette section-là. Peur des stéréotypes, donc peur d'être accolée à un stéréotype. Gabrielle qui disait pas question que j'ai de l'air d'une butch puis que je sorte avec une butch non plus, juste tu sais, pour pas avoir un stéréotype complètement. Donc, on voit ici la peur des étiquettes, si on veut. Peur de la différence, Brigitte qui disait si j'étais hétéro, je le ferais plus, me montrer en couple avec ma blonde parce que ça serait pas grave. Donc, comme si c'était grave, dans le fond, d'être en couple avec une fille. En fait, pour elle, la différence, ça lui faisait peur. Il y avait, je ne pouvais pas en parler, là, mais il y avait toute la section aussi sur les enfants, les personnes qui voulaient des enfants ou pas. Et il y avait encore une fois cette notion de peur-là, d'être différent, puis que ça passe moins bien, que les enfants se fassent stigmatiser et que... Et Janie, Bam, Sandra Caval, c'était les trois personnes pour qui c'était super important d'être elles-mêmes. Et elles, en fait, elles avaient pas peur, elles étaient super dans la démonstration, même dans la revendication, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, mais pour elles, c'était super important d'être elles-mêmes, de s'habiller comme elles veulent, de faire ce qu'elles veulent avec, dans le respect évidemment, mais avec leur blonde. Et au travail, justement, donc Lucie qui a commencé à travailler comme intervenante, et là, elle s'assumait pas du tout. En fait, avant, elle s'assumait beaucoup plus, c'est ses mots, elle s'assumait beaucoup plus, puis quand elle est rentrée dans le communautaire comme intervenante, elle avait peur d'être rejetée et que ça nuise à son travail, en fait. Et Dorothée aussi, elle avait vraiment très peur, en fait, ça paraît pas nécessairement dans cette phrase-là. Mais elle, c'était vraiment un gros frein pour son cadre professionnel. Elle voulait vraiment pas que ça se sache. Elle avait vraiment peur que ça lui nuise, que ses patrons ne lui permettent pas d'avancer dans son emploi. Puis elle voulait surtout pas répondre à des questions sur sa vie privée, puis avoir à justifier puis à expliquer. Donc, quand même, je vais prendre une gorgée. Donc, quand même, on voit que la peur, c'était très, très, très présent dans les discours de mes participantes. Ça vous surprend? Je pose une question, je prends une gorgée. Non. À Montréal, c'est comment? Pareil. C'est pareil? Ouais. Intéressant. On y reviendra à la fin. On continue? Ça va? D'accord. Donc, autre stratégie qui était utilisée, en fait, l'éducation. Isabelle, une des plus jeunes participantes, disait en fait, elle acceptait que les gens lui posent des questions, elle dit c'est normal, ils comprennent pas nécessairement tout, sont juste mal informés, fait que notre job c'est aussi de leur expliquer parce qu'ils sont maladroits dans leurs propos, puis ça dit je comprends, c'est pas nécessairement votre réalité, fait que je vais vous l'expliquer puis je vais vous le dire. Pour elle, l'éducation c'était quand même important, puis elle acceptait de le faire, puis ça lui permettait aussi à elle de mieux se situer par la suite, de mieux vivre son couple quand les gens étaient au courant. Donc pour elle ça fonctionnait, puis pour d'autres, comme Gabrielle qui disait je suis tout le temps en train de me justifier, puis c'est lourd à la fin, à la longue, elle aimait vraiment pas ça. Toujours l'impression de jouer au professeur avec la société. Donc ça c'était pour elle, là, c'était un frein justement à démontrer ou à être qui elle était, parce qu'elle voulait pas toujours expliquer. Et Dorothée qui justement là toujours en lien avec ce qu'elle disait là, elle sa vie privée c'est sa vie privée, puis elle veut pas l'expliquer, puis elle veut pas avoir à jouer au professeur. Donc pour certaines personnes, certaines participantes, c'était un moyen d'interagir avec la société, puis pour d'autres personnes c'était vraiment un frein. Et il y en a qui tombaient un peu dans la revendication également. Donc Sandra Carole qui disait ça me dérange pas d'offusquer, de déranger. C'est ça qu'il faut parfois. Puis en même temps, elle disait qu'il faut banaliser l'homosexualité. Donc, elle avait un discours, des fois, qui n'avait pas nécessairement
toujours dans la même ligne, mais bref, elle veut banaliser, mais en dérangeant quand même un peu et en revendiquant ses droits, sa personne, son couple. Et Bam, qui était aussi un peu dans la revendication, donc qui disait toujours, en ajoutait un petit peu quand on voyait les réactions des gens, d'en mettre un peu plus pour que les gens voient vraiment que ça existe, parce que si les gens ne le voient pas, ben ils ne le sauront pas puis ils vont penser qu'on n'existe pas. Donc elle en mettait tout le temps un petit peu plus pour être sûre que les gens le voient. Voilà. Puis Sophie, qui elle, sans le revendiquer nécessairement, mais elle dit, ben tu sais, faut que les gens le sachent, donc quand ils me le demandent, je le dis, sinon je me sens pas bien, j'ai l'impression de cacher quelque chose. Donc, pour elle, c'est une forme de revendication de le dire presque systématiquement là, aux gens. Ça va? OK. Gabrielle, qui rentre dans différentes choses, mais donc veut pas prendre le risque, veut pas déranger. Elle disait, moi, ma job, c'est pas de défoncer des barrières, je laisse ça à d'autres personnes. Faut que ça avance naturellement, mais moi, je veux vraiment pas être là en avant, dans la marche de la fierté, puis de dire, allô, je suis là. C'est pas ma job à moi. Donc, elle voulait vraiment pas déranger, donc vraiment pas revendiquer non plus. Et Lucie, c'est intéressant parce que Lucie, c'est elle qui rentre. Elle a dit quand elle est rentrée dans son travail, ça l'a un peu changé son point de vue. Donc, au début, elle était plus dans la revendication. Donc, quand elle voyait que les gens la regardaient, semblaient désapprouver son couple, elle faisait des commentaires genre « Ah, c'est ça, ah, t'es lesbienne! » Puis elle les confrontait donc plus directement. Puis elle disait par la suite, quand elle a eu son emploi comme intervenante, que ça l'avait complètement changé, puis qu'elle était vraiment plus du tout dans ce mode de revendication-là. C'est bon? On processe? C'est ça. Autre aspect qui est ressorti de mes recherches, la présentation de soi. Donc, c'était vraiment au cœur de leur discours, le soi qui est à la base de toute interaction. Donc, la connaissance de soi, la présentation de soi et l'ouverture de soi qui est au centre, en fait, de nos interactions dans la vie. Et c'est ressorti dans les résultats. Donc, Lucie, entre autres, qui disait, dans la place publique, avec les gens, on dirait que je sais pas comment me présenter. Avant, elle disait, je suis lesbienne, puis là, elle dit, puis ça va, puis j'ai l'impression que c'est une raison. Si on retourne au début, Lucie se présentait comme étant à l'humain. Donc, au début, elle a pris l'étiquette de lesbienne parce que c'était plus facile à accepter, et plus ça allait, là, plus elle a cheminé, puis elle se disait plus à l'humain. Mais par contre, elle avait peur de sortir avec un look de lesbienne ou d'avoir l'air trop masculine. Donc, ça aussi, elle a cheminé, elle a eu comme des passes différentes où au départ, c'était correct, c'était bien puis pour elle, puis après ça, elle avait peur d'avoir, comme elle a dit, un look de lesbienne puis d'être accolée à l'étiquette lesbienne. Ce qui a amené la catégorie, ou le thème de l'identité et la féminité, donc le besoin d'être féminine. Donc, c'était pas pareil vraiment pour les participantes, c'était vraiment varié. Janice, Audrey Carole, Isabelle, Bam et Sophie, quand même 5 sur 9, ressentaient moins le besoin de performer le genre féminin, et même que la plupart parlaient de libération. Donc, elle disait, moi, quand j'ai réalisé ou que j'ai assumé que j'étais lesbienne, en tout cas, je me suis sentie libérée, puis je me suis dit, je peux m'habiller comme je veux, puis c'est assez les stéréotypes féminins que je dois répondre. Donc, pour elle, c'était vraiment une libération. André Carole, on s'est mis un faux standard dans la tête, puis c'est ça qui fuck les jeunes aujourd'hui, parce qu'il faut que tu aies l'air de habille-toi donc comme une fille. Tu juste m'habiller comme je suis. Okay? Donc, elle était plus dans la revendication de tout ça. Et il disait, je reste une femme même si je ne m'habille pas en femme. C'est pas ça qui définit la féminité. Donc, je trouvais ça son propos quand même intéressant. C'est pas fini. Elle ajoutait, être une femme, c'est dur en sacrament.
Le standing est important. Je n'ai pas de classe parce que je suis une femme, mais si j'étais un homme, tu dirais, est-ce que sans dessin, ça finirait là. Donc, on voit quand même un propos très arrêté. Donc, pour elle, bref, vous l'avez compris, donc la féminité, ça passe par autre chose que le physique, l'habillement et les stéréotypes conventionnels. Par contre, pour Dorothée, Gabrielle, Lucie et Brigitte, la féminité telle que définie dans la société, c'est super important, c'était super important. Gabrielle disait que quand elle était jeune, elle voulait être un gars, puis qu'elle a travaillé vraiment fort pour avoir l'air d'une fille, parce que c'est comme ça que sa famille voulait qu'elle ait l'air d'une fille, puis acheter du linge de fille. Donc, elle a travaillé vraiment fort pour rentrer dans les critères, dans les normes de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle, en couple avec sa conjointe, c'est elle qui disait « je veux pas avoir de l'air d'une butch ». Donc, elle a dit qu'elle travaillait assez fort pour pas retourner à ce qu'elle était. Donc, c'est ces propos-là que je reprends. Donc, dans tous les cas, c'est ça, performer le genre féminin. Ces femmes-là, en fait, les 4 participantes, voulaient vraiment répondre aux critères de la société. Et statistique importante, intéressante, 68% des personnes LGBT au Québec estiment que certains groupes LGBT entretiennent des stéréotypes à l'égard d'autres groupes. Ça, vous saviez, hein? Non? Oui? C'est quand même fascinant. On va rentrer justement dans les stéréotypes, vous allez voir. Donc, stéréotypes et féminité. Donc, certaines personnes participantes avaient peur des stéréotypes. Gabrielle, dont on vient de parler, pas question qu'on aille à l'épicerie toute décrite. Je reprends les mots, hein, j'ai rien barré. Juste, pour pas voir le stéréotype complètement, pas question que j'aie l'air d'une bouche puis que je sorte avec une bouche non plus. On l'a entendu tout à l'heure. Donc, elle accole elle-même des stéréotypes aux femmes de la communauté LGBT. Lucie, de dire, elle avait des craintes d'avoir l'air trop masculine, en plus d'être lesbienne. Donc, pour elle, être lesbienne, c'était déjà assez. Puis en plus, il fallait qu'elle ait l'air d'une lesbienne, d'être trop masculine. Là, c'était trop. Puis elle avait peur de justement avoir ce stéréotype-là, d'accoler à elle. Autre stéréotype, donc l'affirmation de l'orientation sexuelle, qui va dans le même ordre. S'affirmer masculine est aussi une manière de rendre visible son lesbianisme et d'acquérir une liberté corporelle en tant que personne. Donc, il y en a pour qui, justement, il y avait beaucoup dans cet ordre-là. Donc, affirmer une certaine masculinité pour que ça paraisse. Donc, je parle entre autres d'Isabelle, dans mes participantes, qui, pour elle, fallait que le monde le sache, là, sinon, comment elle se trouve une fille. Donc, c'était son propos, mais qui allait dans le même ordre que cette citation. Mais par contre, à l'inverse, Dorothée et Brigitte, qui était un couple à ce moment-là du moins, qui disait on a cet avantage-là, moi et ma blonde, on est belle et féminine, ça se peut que ça trompe un peu l'œil, ça me préserve un peu. Donc, les deux avaient un discours qui était vraiment similaire. Donc, être une lesbienne féminine, ça paraît pas. C'est tant mieux parce que dans ce cas-là, elle pouvait passer justement pour des amis. Donc, les deux avaient la même perspective. Donc, c'est le fun parce qu'on est deux filles féminines, ça se voit pas qu'on est un couple. C'est avantageux pour nous. On peut passer pour deux chums de filles qui s'enlacent. Des filles, ça fait ça tout bout de champ. Se faire des câlins. Donc, on voit ici que pour elle, la féminité, c'est super important et le stéréotype de la lesbienne plus masculine, elle voulait en être très loin pour justement pas que ça paraisse. Dorothée, bon, quelques stéréotypes quand même assez flagrants. Deux filles plus mâles seront plus jugées par la société et pourraient recevoir des commentaires comme « Ah, elles sont dégueulasses, ce sont des camionneuses, des brouteuses ». Donc ça, c'est ce qu'elle disait que la société pouvait avoir comme commentaire, mais c'est également ce qui passait dans ses commentaires personnels à elle. On va voir d'autres commentaires stéréotypes tout à l'heure. Et elle ajoute
Deux belles filles lesbiennes, ça entre dans le fantasme des gars. Donc, on parle aussi le stéréotype des filles et des tripes à trois, entre autres. Deux filles lesbiennes qui s'embrassent, qui sont super chaudes, dans les bains de boue. Moi, j'entre dans ce fantasme-là. Mais c'est mieux ça, au moins, je suis pas détestée. Quand tu entres dans le fantasme, c'est cool, on t'accepte. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Là, je vois vos yeux, là, c'est pour ça que je vous pose la question. Là. Il y a beaucoup de non-verbal qui se passe en ce moment-là. Il y en a qui veulent interagir là-dessus. Ben, c'est ça. Ok, je prends une télé. Je pense que ça. Ben, je comprends la peur, pourquoi c'est motivé par la peur aussi. Oui, absolument. Puis, je joue pas du tout ce propos-là. Je pense que le propre de l'être humain, c'est d'être accepté par le groupe. Oui, mais moi, je suis tout à fait. Mais d'avoir cette peur-là, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. En fait, le propos, je le comprends, c'est des filles qui ont peur, qui veulent paraître, en fait, être invisibles, justement à cause qu'elles ont peur. Je trouve ça triste qu'encore aujourd'hui, on soit pris dans cette peur-là, puis qu'on cherche à s'invisibiliser, rentrer dans un... même jusqu'à entrer dans un fantasme pour ne pas être visible. Oui? Je vois là-dedans le prisme d'intitulé de la porno. Alors, il y a plein de films porno, moi, j'en ai jamais vu par contre, là, où il y a deux femmes ensemble qui font ça, puis là, après ça, elles se tournent vers les gars, ils continuent avec les gars, ils sont comme bisexuels. Alors, il y a des gars dans leur tête qui ont un prisme, ils se pensent dans un film porno, ils se trompent, là, c'est des filles entre elles, ils ne font pas partie de leur monde. Absolument. Oui et oui. Oui. OK. Je pense que quand une femme, puis moi je viens d'une culture latino, où tu dois être, je ne sais pas pourquoi, comme la Barbie, très mince, grande, les yeux bleus, mais on est tous comme moi, c'est vraiment contradictoire le modèle qu'on a, mais on a tous peur hétérosexuels ou lesbiennes ou bisexuels, ou même perçu comme laid. C'est vraiment là, c'est comme si tu es une femme, tu dois être une femme. Tu es féminin, comme des beaux cheveux qui se sentent très beaux, comme qui viennent de sortir de la douche, tout ça, toute la propreté, la douceur, tout ça. Je pense que c'est difficile maintenant. Aussi, mais aussi dans le contexte du Mexique, on accepte les lesbiennes qui sont là comme Ellen DeGeneres. Okay? Encore une fois, une blonde, de yeux bleus, qui a l'air très cool avec ses souliers et tout ça. Mais on n'est pas tout comme ça, on est loin de ça. Mais c'est comme, c'est le stéréotype de la beauté. Comment est-ce que la beauté est perçue vraiment? Donc, je l'ai vécu, qui, je pense qu'on l'a vu tous, mais ça vient de loin, c'est plus loin que notre orientation sexuelle. Oui, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de toutes les femmes, en fait. Oui, absolument. C'est intéressant. Madame, avant? Non, je voulais juste faire du point sur ce que vous dites. En fait, c'est pas juste les films porno, c'est toute la culture populaire en général qui nous inclut ce fantasme-là. Qui est rentré même dans la tête des gens. Oui. La musique, le cinéma, les livres, fait qu'à un moment donné, c'est comme les affiches. Oui, absolument. Ce qui fait que le village est même plus le fun pour les lesbiennes, parce que le nombre de fois qu'il y a maintenant des veillées de mariage là, qui se font, là, puis les enterrements de garçons ou des filles. Oui, hétéro, bien sûr. Puis là, à ce moment-là, le kick, c'est justement de faire embrasser du monde devant soi pour les intimider, tout ça. C'est même plus, c'est sécuritaire du tout d'être dans le village. Ah oui, mon Dieu. Je n'avais pas pensé que je viens pas ici, visiblement. C'est pas ma réalité. Mais c'est quand même un peu triste, quand même. Où est notre place? Autre stéréotype, donc, qui est ressorti, donc, les rôles de genre dans le couple. Et tout à l'heure, je parle des liens avec la féminité. Là, je vous parlais d'Isabelle qui était
pour qui elle, justement, elle cherchait à affirmer un peu sa masculinité pour que ça paraisse, entre autres. Et elle dit je débarque, puis c'est pas rare quand on va dans un bar que je vais me donner une attitude de coq. L'attitude de coq, carré des épaules, me bombe le torse s'il faut, tu sais, pour que ça paraisse que dans le couple, pour elle, pour que dans le couple, ça paraisse que c'est elle, avec sa blonde. Et donc ça, c'était son gestuel que je reprends. Et elle disait, bah, chez lesbienne plus masculine, c'est pas la même chose. Elle se définissait comme une lesbienne plus masculine et disait jouer son rôle, là, principalement quand elle était dans les lieux publics, avec sa blonde qui était plus féminine. Donc, elle tentait un peu de reproduire les stéréotypes de genre, en fait, traditionnels des couples hétéros. Et donc, dire qu'elle voulait être plus masculine pour que ça paraisse. Elle dit sinon, moi, je vais me trouver une fille, ils vont pas le savoir. Donc, c'était son propos. Et là, on rentre dans le stéréotype de la bisexuelle. C'est un stéréotype qu'on voit souvent, la bisexuelle, les personnes bisexuelles dans la communauté, c'est pas toujours si bien vu. Dorothée qui dit « J'aime moins les bisexuels, c'est plate là, mais c'est pas des vraies lesbiennes. » Les vrais bisexuels, parce qu'il y a deux catégories de bisexuels, les open d'esprit et les bisexuels, celles qui sont tant capables d'être en couple avec un homme qu'une femme. Ben c'est rare des vrais bisexuels. Souvent, c'est des filles qui disent ça, mais juste pour coucher avec des filles. Ça fait que ça, je suis pas intéressée par ça, il n'y a pas d'avenir avec toi. Ça n'est pas d'avenir avec toi, ma grande. Je vais pas rajouter le ma grande, mais... donc, on voit, elle, qui s'identifie comme lesbienne, qu'elle, quand même, a un discours assez particulier sur les femmes bisexuelles. Et Gabrielle, qui continue un peu dans le même ordre, qui dit, si t'es une femme, à un moment donné, il va falloir, une femme bisexuelle, il va y avoir un gars, tu vas vraiment vouloir sauter dessus. Si t'es un gars, à un moment donné, ça va être plus fort que toi, il va falloir que tu sautes dessus. Donc la femme, donc si elle parlait des personnes bisexuelles, et ajoutait, c'est pas pareil quand t'es lesbienne. Ça se peut que tu rencontres une belle femme et que tu aies le goût de coucher avec, mais ça c'est normal. Ça s'appelle être humain. OK, donc pour une femme lesbienne, d'avoir un intérêt envers une autre femme, de vouloir coucher avec, c'était correct, parce que dans le fond, c'est ça, c'est humain. Mais pour une personne qui est bisexuelle, ben là, c'était pas correct. C'est ce que j'ai compris de son discours. Donc, voilà pour les principaux stéréotypes qui ressortaient en lien avec la féminité. Et on finit l'entonnoir par les différentes perceptions. Précisément, donc, en Estrie, donc perception des participantes, qui, en général, disaient qu'il y avait plus de couples féminins que masculins. Et là, c'est intéressant. Lisez pas tout de suite. C'est super intéressant, ça. Parce que, en fait, nous, à la Fierté à Sherbrooke, puis à la fête, on se fait toujours dire « Hey, vous avez des femmes à Sherbrooke! La fierté, c'est une fierté de femmes! » Hein? On entend ça, hein? Donc, c'est quand même intéressant, ces deux discours qui sont complètement, qui sont similaires, mais qui proviennent de personnes complètement différentes. Donc, petite citation, Dorothée qui dit quand on voit d'autres couples de filles sur la rue, je lui dis à ma blonde, hey, regarde, on est comme ratoureuses. Je suis contente de voir ça, même si c'est des camionneuses. Oh, stéréotype. Bravo, une marche la tête haute. Okay, donc là, on est comme dans une fierté, mais en même temps mélangée avec certains stéréotypes. Isabelle de dire, je suis contente aujourd'hui que ce soit ça la vraie vie. C'est beau, moi, je trouve ça. Mon vrai quotidien. C'est le fun d'en voir de plus en plus. En fait, c'est pas parce qu'il y en a plus qu'avant, c'est juste qu'on prend plus notre place et on arrête de se mettre des barrières et de s'empêcher de vivre. Donc, en Estrie, c'est pas mal le discours qui ressort, pas évidemment pas de tout le monde, mais de beaucoup de couples féminins. Sophie qui dit qu'il y aurait plus de couples de femmes que de couples d'hommes en Estrie. Je vois de plus en plus de couples de lesbiennes en Estrie, c'est tellement une réussite. Ça me rassure. Ça me rassure. Donc, elle pourrait d'en voir plus. C'est comme ça, elle se sentait légitime d'être et de paraître également. Bam, 2 gars, c'est pouvoir j'en vais en ville, ça arrive
souvent pour des filles, j'en vois vraiment plus, des filles qui se tiennent la main, il y en a pas mal qui osent. Donc, toujours dans la même veine. Et Gabrielle apporte un fait, un point intéressant. Il y a plus de femmes en couple en région que de gays. Les gars vont aller plus à Montréal. Les femmes restent plus dans leur patelin. Les femmes ont une meilleure statistique. Elle n'a pas sorti de statistique, mais les femmes ont une meilleure statistique de relations de couple. Elles restent plus longtemps en couple que les gars gays. Elles font le tour moins vite. Ce qui expliquerait pourquoi elles restent dans la région. Donc, c'est son point de vue. Moi, j'ai pas trouvé de statistiques. Il n'y en a pas vraiment. Et elle ajoutait aussi, là, les femmes ont plus la facilité d'avoir des enfants, donc ça se vit un peu mieux en région qu'à Montréal. Donc, c'était un peu sa perception des choses. On va en discuter si vous voulez par la suite. Les lieux, donc les lieux communs, les lieux publics en région, donc citation, vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. Vous connaissez bien cette citation. Donc, justement, donc on retourne un peu vers la peur. Donc, Isabelle Loroté-Brigitte qui disait analyser les lieux parce qu'elle évaluait beaucoup les dangers, avait plutôt peur d'être dans les lieux publics. Et c'était intéressant de voir comment que les comportements étaient différents à l'extérieur de leur milieu, soit à l'extérieur de leur ville d'origine ou à l'extérieur donc de l'Estrie. Isabelle disait, elle vient de Windsor et c'est un petit village là, en Estrie. Et elle disait, c'est un petit village et si c'est différent, on n'aime pas ça. Ça fait que ça a pris du temps avant que je trouve l'autre lesbienne de Windsor. Il y en avait juste deux. Et qu'on devienne amis. Donc, pour elle, elle a trouvé ça quand même difficile de venir justement un petit village où il n'y en a pas. Il y en a comme peut-être une autre, puis c'est long à trouver. Mais, donc, elle était très heureuse de justement sortir et d'arriver à Sherbrooke, qui est quand même plus gros que Windsor. Ce qui ressortait aussi, c'est qu'un bar gay, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut plus d'événements. Donc, ça, c'est vraiment dans les discours, il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut qu'il y ait plus d'événements. Donc, on a Fier la fête. On a le Gris Estrie qui organise aussi des événements. Et plus récemment, on a le collectif 80-20 que j'ai co-créé. C'est vraiment un regroupement pour les femmes de la diversité sexuelle et de genre en Estrie. Donc, on organise des événements principalement pour les femmes et leurs amis, là, les gens cool de l'Estrie. Mais c'est à la base pour les femmes. En fait, ça a été créé aussi un peu à la suite de ma recherche du mémoire, des commentaires justement que j'ai reçus là, des femmes qui disaient on manque d'événements, on manque de place, on n'a rien pour nous. Fait qu'avec une gang d'amis, on a décidé de créer quelque chose qui est donc le collectif 80-20 qui n'existait pas quand elles ont fait quand j'ai fait les entretiens, mais bref. Donc, l'autre zone, ça c'est notre bar gay à Sherbrooke, l'autre zone, et Fier la fête, pour la plupart des participants, me disaient c'est différent. Ça me fait du bien d'être entouré de semblables. L'autre zone, ben, il n'y a pas de problème, c'est comme le safe space de la place. Sinon, les autres bars, ben, ça va dépendre. Puis là, c'est Isabelle qui disait toujours là, surveiller où elle allait, puis analyser avant de rentrer partout. Sauf à l'autre zone, ça c'était quand même c'était un lieu qui était plus safe pour elle et où elle pouvait être qui elle est. Dorothée, qui est beaucoup plus dans la peur, elle parlait par exemple de Fier la fête. Elle dit si j'y allais et que je croisais quelqu'un, je me sentirais obligée de me justifier. Je patinerais encore pour effacer les doutes sur son orientation sexuelle. Je fermerais la porte à toutes les questions. Fait qu'elle, elle y va pas, parce qu'elle veut pas rencontrer des gens qui pourraient donc douter du fait que si elle est là, peut-être que c'est parce qu'elle est lesbienne. Donc, elle évitait quand même ces lieux-là. Donc, il reste quoi comme lieu? Rien pour ces personnes-là, ce qui est quand même triste et dommage. Dans la foule, quand on parlait justement de Fier la fête, il y avait deux positions opposées, bien, que ce soit dans Fier la fête ou la fête du lac des Nations, là, qui est une fête où il y a de la musique puis tout ça. Donc, deux positions, peur de décevoir, peur des violences, peur de décevoir dans le sens de voir des gens puis que les gens sachent puis que là, ça les déçoive.
peur des violences qu'elle pourrait subir, ou pour d'autres, elle se sentait en sécurité parce que justement, elle pensait un peu plus incognito. Donc, il y avait vraiment comme les deux positions dans pour les couples, les démonstrations de couples dans les foules. Voilà, ça dépendait vraiment des personnes. Sophie, qui disait, en parlant des réseaux, donc le réseau des femmes, ici, il y a moins de réseaux qu'à Montréal, selon moi, c'est plus disparate, c'est aussi moins menaçant. C'est un point positif aux régions. Donc, le fait qu'il y en ait moins, c'est moins menaçant, plus safe. Donc, et Dorothée qui achetait se tenir juste... Oh, c'est drôle. C'est drôle. Se tenir juste avec des filles lesbiennes, ça fait du gouinage. Avez-vous déjà entendu cette expression? Ça fait du gouinage. On est un petit réseau, sort avec l'ex de elle et de elle, puis il n'y a pas tant de diversité. Donc, deux positions un peu différentes sur le réseau des femmes lesbiennes en Estrie. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe à Montréal. Mais. Ça se passe aussi du gouinage à Montréal. Oui, ça se passe du gouinage à Montréal. Donc, on entend par gouinage, des échanges de. On va utiliser le terme tout le temps maintenant. Oui, c'est ça. Je l'utilise depuis ce temps-là. Ça devrait qui était quand même plus positive. Donc, il y aurait beaucoup plus de support social maintenant ici dans la région, que ce soit par les hétéros ou les gays. Elle dit, dans un resto, l'espace est restreint. Si quelqu'un devait dire quelque chose contre un homosexuel, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui répliquerait, qui nous supporterait. Donc, c'est aussi un discours qui ressortait, étant donné que c'est un endroit qui est plus petit. Il y en a qui disaient, ben, tu sais, finalement, tu connais un peu tout le monde, puis tout le monde connaît ton oncle, ou ton père, ou ta mère, ou t'es la cousine de. Fait que finalement, ils diront jamais rien de mal sur toi parce que t'es la cousine de, ou t'es la nièce de. Donc, étant donné que c'est petit, que tu fais toujours des liens avec un peu tout le monde, ça serait comme mal vu de dire quelque chose de négatif sur toi. Donc, pour certaines personnes, le fait que ce soit petit, que les gens se connaissent, c'était positif. Et justement, elle pense, je sais pas, je l'ai jamais vécu, mais elle pense que si jamais il y a quelqu'un qui nous insulterait, il y a quelqu'un qui se lèverait. Pour dire, hey, ça n'a pas d'allure. Fin. Des résultats. Des résultats. Donc, ce qui ressort un peu de tout ça, donc que la façon dont se perçoivent les participants va avoir une incidence sur leur comportement et leur communication. On peut en douter donc pour les personnes qui sont plus visibles ou qui se perçoivent de manière plus confiante, vont être plus démonstratives dans les lieux publics. Donc voilà, les femmes plus visibles disent être très à l'aise avec leur orientation sexuelle et ont plutôt confiance en elles. Les femmes souhaitant demeurer moins visibles ou vouloir être plus invisibles disent généralement éprouver un certain confort avec leur orientation sexuelle. Donc ça, c'est sorti. Donc pour les femmes qui cherchaient à s'invisibiliser, ils n'étaient pas tout le temps confortables, ils n'étaient pas toujours contentes. Parce que tu sais, hein, c'est pas un choix. Il y en a qui étaient comme moyennement contentes parfois ou confortables avec leur orientation sexuelle et le lien entre le soi et l'individualisation. Ça a un impact en fait sur la reconnaissance des couples féminins en général et sur leur acceptation de la société. Ouais, une question que je pourrais vous lancer, mais étant donné si on ne reconnaît pas les couples féminins en général, comment on peut être davantage accepté dans la société. Donc, utilisation de la communication non verbale, j'ai marqué plus, c'était vraiment la stratégie qui était la plus importante, l'importance de la présentation de soi aussi pour plusieurs des participantes. Il y avait aussi beaucoup de participantes qui cherchaient la visibilisation davantage que d'être visibles, et les propos qui revenaient souvent, c'est qu'il manque des lieux pour nous. C'est la fin! Merci. C'est vrai, j'ai oublié, j'avais fait un projet photo pour essayer d'illustrer un peu les principaux résultats en fait de ma recherche. Donc on voit là, les filles qui passent pour des amis, des filles qui sont plus démonstratives. Des fois ici là, c'était juste un petit pied en dessous de la table, une petite main qui se
spot, c'est un petit peu discret, des fois un peu plus évident, mais avec les regards, souvent, ils disaient, on regarde s'il y a des gens qui nous ont vus, donc ça voulait représenter un peu tout ça. Voilà! Merci! Ah, Donc, est-ce que vous aviez des questions pour commencer? Allez-y.